Donc, pour ce début de séance, on va commencer en regardant le deuxième énoncé de travail pratique. Donc, vous avez un peu la même thématique que pour le premier. On a un dossier qui va contenir l'énoncé de travail. Puis à partir de cet énoncé de travail-là, vous allez pouvoir construire un programme en PEP8 qui va répondre aux différentes demandes. Donc, le principe ici, c'est, on va commencer en parlant des modalités qui sont différentes ou les modalités administratives par rapport au deuxième travail pratique. Donc, premièrement, les équipes vont devoir être refaites. Donc, vous pouvez garder la même équipe si vous sentez bien comblé avec ça, mais surtout, habituellement, après l'examen intra, ça arrive qu'il y a du monde qui lâche le cours, qu'il y a des équipes qui se scindent et ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité de remanier les équipes pour le deuxième travail pratique. Donc, ça implique qu'il va falloir aller resélectionner ces équipes. Donc, très important, même si vous gardez la même équipe, d'aller dans le choix de groupe TP2, c'est encore des équipes qui vont jusqu'à 3 personnes, puis de reprendre l'équipe avec vos coéquipiers. Si vous voulez, si vous avez un manque de personnes, si vous cherchez du monde, n'hésitez pas à utiliser le Mattermost pour faire une annonce à tous pour savoir s'il y a du monde qui veulent venir travailler avec vous en équipe. Donc, on a notre choix de groupe de TP2 qui va être fait, puis on a l'activité de remise. Deuxième point important au niveau administratif, la remise va être seulement le fichier de PEP8. Donc, pour le premier travail pratique, on vous demandait de fournir une implémentation en Java et une implémentation en PEP8. Pour le deuxième et troisième travail pratique, on va seulement vous demander l'implémentation en PEP8. Par contre, je vous conseille de quand même faire une implémentation en Java pour vous aider à clarifier les différents algorithmes, les différentes manières de vous approcher pour le TP. Donc, il y a maintenant dans les livrables, il y a seulement la partie en PEP8, on n'a pas besoin d'avoir l'implémentation en Java, mais si tu veux faire l'implémentation en Java, je donne quand même des contraintes qui sont certaines différentes du premier travail pratique parce qu'on a maintenant plus d'outils, on va commencer à utiliser les sous-programmes, on va être capable d'utiliser la pile, donc on va être capable d'implémenter des tableaux, puis on va donc être capable d'avoir plus de fonctionnalités possibles dans notre implémentation en Java. On va pouvoir avoir un homologue en PEP8. Mais, encore une fois, l'implémentation en Java n'est pas requise pour le travail final. Fait qu'il y a juste le fichier .pep qui va être à remettre pour le TP2. Fait que ça, c'est la partie administrative de la chose. Donc, on refait les équipes. C'est seulement le fichier en PEP8 qui va être la remise, mais je vous conseille quand même de faire une implémentation en Java pour déchiffrer l'implémentation à faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme programme dans le TP2? On va implémenter un jeu de Sudoku. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le principe du jeu de Sudoku, c'est une grille qui contient 9 lignes et 9 colonnes. Donc, il y a d'autres versions de taille. Nous autres, on va utiliser la grille pleine avec 9 lignes et 9 colonnes. Puis, le principe, c'est que chaque ligne, chaque colonne doit avoir un seul numéro à l'intérieur qui va d'une série de 1 à 9. Fait que le principe, c'est que sur la première ligne, je dois rentrer les numéros de 1 à 9. Puis chaque numéro doit apparaître une seule fois, chaque numéro doit être unique. Sur chaque colonne, j'ai les numéros de 1 à 9. Chaque numéro doit apparaître d'une manière unique. Puis en plus de ça, à l'intérieur, avec ce qu'on appelle les régions, donc on peut voir ici, là, les
lignes et colonnes sont divisées en 9 sous-régions, à l'intérieur d'une région, il va aussi falloir avoir les numéros de 1 à 9 de manière unique. Donc, ça fait en sorte qu'on a juste un certain nombre de sudoku possibles. Puis, le plaisir de la chose, c'est d'être capable de résoudre quelle valeur va où à l'intérieur du sudoku. Donc, notre but dans le deuxième travail pratique, ça va être d'implémenter la gestion d'une grille de sudoku, puis d'être capable d'essayer de la remplir et de voir si elle est résolue avec un outil d'aide qui va nous permettre de trouver des endroits spécifiques où il manquerait une valeur. Donc, comme pour le premier travail pratique, le principe, c'est que je vous le fais construire en différentes étapes qui rajoutent de plus en plus de fonctionnalités. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir différentes commandes qui vont être disponibles pour notre programme. Donc, il va falloir être capable de rentrer une grille initiale, puis à partir de la grille initiale, on va pouvoir rentrer des commandes avec nos différentes entrées, puis indiquer qu'est-ce qu'on va faire avec le jeu. Fait que le principe, c'est qu'on a 3 commandes possibles. La commande quit, qui permet d'arrêter le jeu. La commande hash pour help, qui va demander de l'aide. La commande set, qui va me permettre d'assigner une nouvelle valeur dans la grille. Fait que, il va falloir être capable de remplir une nouvelle grille. C'est capable de quitter immédiatement, fait que ça veut juste nous afficher la grille initiale. Il faut être capable de rentrer une grille initiale, utiliser la commande set, indiquer l'endroit où je veux rajouter un élément. Fait que le principe ici, c'est qu'on y va avec ligne, colonne, valeur, avec les lignes et colonnes qui sont indexées à 0. Donc dans ce cas-ci, je m'en vais à la colonne 4, 0, 1, 2, 3, 4. La colonne 4, 0, 1, 2, 3, 4. Fait que je m'en vais ici, puis je m'en vais mettre la valeur 9. Donc quand je regarde les sorties, ça va m'afficher la grille initiale. Ça affiche la grille initiale. Je rentre ma commande, puis une fois que j'ai rentré ma commande, ça va m'afficher la nouvelle grille avec la valeur modifiée à l'intérieur. Donc avec ça, il va y avoir le principe de validation qui va rentrer en jeu. Donc, il faut premièrement seulement rentrer des endroits où c'est qu'on n'a pas de nombre dans la grille. Nous autres, les endroits où c'est qu'on n'a pas de nombre vont être représentés par la valeur 0. Donc, si j'essaye de rentrer une valeur qui est déjà occupée par une autre valeur déjà existante, ça va me sortir un message d'erreur. Puis ici, notre programme, il va pas être très robuste. Le principe ici, c'est que dès qu'il y a une erreur, le programme s'arrête. Donc, on affiche le message d'erreur et le programme s'arrête immédiatement. On va aussi avoir le principe de validation. Donc, le principe de validation, c'est il va falloir vérifier quand on rentre quelque chose. La grille, est-ce qu'elle est conforme par rapport aux règles qu'on a mentionnées précédemment? Donc ici, on a une grille qui est presque vide, mais qu'on a une ligne à l'intérieur. Puis j'essaye de rentrer à la ligne et à la colonne 3. Donc ici, la valeur 8. Mais la problématique ici, c'est que je n'ai pas le droit de rentrer la valeur 8 ici, parce que sur la ligne, la valeur 8 est déjà existante. Donc quand on ajoute quelque chose qui est invalide, ben, ça nous renvoie un message d'erreur et ça quitte le programme. Donc, quand on valide la grille, il va falloir valider la ligne, la colonne et la région à laquelle on travaille. Avec ça, le dernier, ça va être le principe de demander de l'aide. Donc, quand on demande de l'aide, il va analyser la grille et il va nous trouver s'il y a un endroit où c'est que la valeur peut juste avoir une possibilité. Donc, un exemple, c'est ici, on a une ligne où c'est que on a le 1, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Il manque juste le 2. Donc, ça va être capable de m'indiquer qu'il manque le 2 sur cette ligne-là. Fait que quand je fais ma commande d'aide,
lui, il va me donner le type d'IDE, donc c'est la ligne numéro 6. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis ça va être la valeur 2 qui est manquante sur cette ligne-là. Donc l'IDE me donne une information. S'il y en a plusieurs, il en choisit une au hasard, ben pas au hasard, là, mais comme ça ne dérange pas votre implémentation, mais ça me permet de avoir une information de plus. À partir de là, ben, on pourrait rentrer cette valeur-là dans notre grille puis continuer à travailler. Finalement, quand notre grille est complétée, donc ici on commence avec une grille qui est presque complétée, puis on rentre la dernière valeur qui est le 9 manquant ici, ben, il faut que ça détecte la grille complétée, donc ça va l'afficher, puis ça va me donner le code W pour win, pour être capable de présenter la grille gagnante. Donc ça ici, ce travaux pratique-là va nous faire pratiquer l'utilisation de tableaux de 2 dimensions. Puis c'est aussi fortement suggéré d'utiliser des sous-programmes pour être capable de vous faciliter l'utilisation des différentes fonctionnalités qu'il faut implémenter dans ce programme. Ça fait le tour du deuxième travail pratique. J'ai des questions de Félix. C'est l'utilisateur qui rentre une grille. Donc, comme première entrée, ça va toujours être la grille initiale que tu rentres. Et après ça, tu commences à rentrer des commandes. On n'a pas besoin de générer comme une grille qui est valide ou des choses comme ça. On laisse l'utilisateur rentrer une grille qu'on assume qui est valide. Puis en fait, si elle est invalide, ça peut juste arrêter immédiatement. Alright. Donc, on est bon avec cette partie-là. On va se lancer aujourd'hui dans notre matière de la journée, qui est l'utilisation de sous-programmes en PEP8. Donc, comme j'ai dit, le cours était assez exhaustif sur la manière de faire. Fait que moi, ce que je veux faire avec vous, c'est un peu un retour sur toutes les manières de créer puis d'appeler des sous-programmes, puis juste comme les versions minimes, juste pour voir c'est quoi le minimum requis quand on commence à travailler avec ce genre d'informations-là. Fait que on va commencer à travailler. Ici, une pratique intéressante. Donc, comme d'habitude, ce fichier-là, je vais le mettre en ligne après notre période ensemble dans la partie de cours. Donc, une bonne pratique, c'est d'avoir un programme qui est notre programme principal, puis qui va être à la fin. Comme ça, je peux avoir toutes mes séries de fonctions au début. Fait qu'on va commencer avec juste un petit branchement à notre main. On va faire un petit stop ici. On va mettre notre end. Puis, on a maintenant un programme minimalement fonctionnel. Et juste pour aider un peu dans notre futur, on va se donner juste un message de fin. Là. Fin. Ça va me permettre de donc, juste qui me permet de tester qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, on va regarder différents types de sous-programmes, puis on va particulièrement être attentif à l'utilisation de la pile, l'utilisation du stack. Donc, le principe de la pile, c'est en fait, en regardant notre mémoire, on voit que notre programme est écrit en haut, puis à la fin, bon, il y a du stock qui est géré derrière, là, mais nous autres, on a le stack pointer qui est habituellement la fin de la mémoire utilisable. Fait qu'ici, c'est à FBCF. FBCF, c'est quelque part ici. Là.
Donc, le principe, c'est qu'on peut voir que notre stack pointer à FBCF, qui le sélectionne, non. Puis, entre ça et notre programme normal, on a un paquet de mémoire qui fait rien et qui est prêt à être utilisé. Donc, le principe, c'est qu'on va utiliser ça de manière dynamique pour être capable d'aller utiliser premièrement des fonctions qu'on va pouvoir appeler puis revenir où on était préalablement, puis aussi l'utilisation de variables qui vont être éphémères, donc de variables locales. On va commencer avec une petite première fonction qui va juste être l'affichage d'un message statique. Donc, on va faire un deuxième message ici, juste pour voir l'utilisation du stack avec l'appel de fonction de base, voir qu'est-ce qui se passe. Oui. Que le principe, c'est qu'on va avoir le ret0 qui est la fin d'un appel de fonction. Que ici, on peut faire mon message. Je ne vais pas laisser pour l'instant. Bon, rouler. Et si je regarde le résultat, j'ai un message fin. Là, on va aller le faire en mode débogage pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe quand je fais un call. Fait que ce que nous, on va aller voir, c'est le stack pointer. Donc, quand je fais un appel avec un call, ce qui va se passer, puis ici, attends, on va clear la mémoire. On va voir pick and span. Fait que je m'en vais au stack pointer. OK, donc je peux voir ici le stack pointer qui est à FBCF. Hein, le stack pointer est à FBCF. Fait que quand je fais un call, qu'est-ce qui se passe? Bien, premièrement, le programme counter, où je suis en train d'exécuter, va changer pour aller à l'exécution de l'autre, de l'adresse à laquelle j'ai envoyé l'information. Ensuite, ce que je peux voir, c'est que le stack pointer, il était à FBCF, ben, il a changé d'endroit. Hein? Donc, il a reculé de 2, en fait, pour être capable de laisser de la place pour de l'information. Donc, le principe, c'est que le stack, c'est un endroit où c'est que je peux stocker de l'information, mais pour mettre de l'information dedans, en considérant que cet emplacement-là, c'est la fin de la mémoire. Là, ici, il y a d'autres affaires après. Là, ça nous permet d'être un petit peu plus funky, mais le principe, c'est qu'on doit considérer ça comme étant comme la fin de la mémoire utilisable. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit on recule notre pointeur de notre stack pour dire, ben maintenant, je vais être capable d'utiliser cette partie-là dans mon stack. Puis, quand j'utilise des appels de fonction, qu'est-ce que je vais mettre dans cet emplacement-là? Je vais mettre l'endroit où il faut que je continue mon programme. Okay, donc, l'adresse de retour. Une fois que j'ai fini mon programme, où c'est qu'il faut que je retourne pour continuer normalement? Donc, si on regarde en ce moment dans l'adresse de retour, j'ai 0A, qui est l'adresse après le call. Et que ça veut dire que je fais ce que j'ai besoin, je fais mon stro, blablabla, puis quand je fais ret 0, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va aller prendre l'information qui est ici, il va aller mettre ça dans mon programme counter, puis il va aller et réduire la taille de la pile. Donc, il va la remettre à FBCF en disant j'ai maintenant utilisé ce que j'avais besoin, ce qui est j'ai plus rien à mettre dans ma pile, fait que je la remets au dernier remplacement. Donc, le principe ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille avec la pile, de soustraire des informations à notre stack pointer, ça nous rajoute des éléments utilisables dans notre pile. Fait que, on va aller regarder un peu comment ça fonctionne
quand on commence à avoir des différents paramètres dans nos fonctions. Puis c'est quoi les différents modes d'utilisation de paramètres dans nos fonctions. Donc, on revient, on va se faire une deuxième fonction. Donc, ici, encore une fois, le principe, c'est vraiment de juste voir différents types d'appels. OK, ça va être des fonctions très, très, très bidons, là. Donc, on va se faire une fonction qui multiplie le registre A par 4. Fait que le principe ici, c'est quand j'ai besoin de travailler avec des appels, souvent, ce que je vais faire, c'est directement utiliser les registres A et X pour être capable de gérer ce que j'ai besoin dans mon programme. Donc, ce qui va être important pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est de documenter qu'est-ce qui se passe avec ces différents registres-là. Fait que ici, je peux dire, en tant que donnée entrante, j'ai besoin d'avoir quelque chose dans mon A. Puis après ça, dans mon out, ben, je dis que dans le A, il va avoir la valeur fois 4. Je vais l'appeler multiplication par 4. Puis le principe de cette affaire-là, c'est qu'on sait qu'on peut faire des multiplications par 2 en utilisant le décalage binaire vers la gauche. Donc je décale vers la gauche une fois A, ça multiplie par 2, je multiplie par 4, fait que je le fais 2 fois. Puis, après ça, je peux faire mon ret 0 sans problème. Fait que si je peux tester ça, je vais loader quelque chose dans mon A. Admettons, on va appeler ma fonction. On va pouvoir afficher ça, fait que ça part. Puis ici, je veux on va commencer à utiliser le trace. Trace qui est disponible avec notre debugger. All right. Fait que ici, quand je regarde aller, donc je peux voir je load dans A ce que j'ai besoin, j'appelle ma fonction, après ça, je sais que dans A, j'ai mon information, fait que je peux juste l'afficher ici comme étant une valeur numérique. Fait que je peux utiliser decout, decimal out, mais avant ça, il faut que ce soit dans une case mémoire, fait que je peux l'utiliser derrière. Fait que quand je regarde le mode débogage, ici, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que quand j'ai une variable qui est déclarée en tant que bloc, je peux avoir en tant que commentaire, un dièse 2D. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va apparaître dans le memory trace. Fait que maintenant, quand je fais mon programme, donc je fais le programme, ça sort A. Je peux voir aussi le stack qui va être visible quand je fais ce genre de memory trace là. Fait que je peux voir ici le return address, ok, qui est toujours l'adresse de retour quand je fais un appel de fonction. C'est à 13, fait que ça me retourne à 13 qui est après mon call, ça va bien. Là, je stocke ma variable, je peux voir que ça change, puis là, je fais un décount de cet élément-là. Mais je peux voir ici, je peux commencer à débugger mes éléments avec des informations à l'intérieur. Une question de Félix. Oui, c'est ça. Pour avoir ça, il faut que sur un élément qui est en tant que bloc de 2 cases, tu mettes un dièse 2D dans le commentaire sur la ligne. Qu'est-ce que tu veux dire à gauche? Oui.
oui. Effectivement. OK. Ici, le principe, c'est que si tu fais apparaître ça, le stack va toujours être visible. OK? Fait que le memory trace fait les deux d'une shot. Quand je commence mon programme, j'ai mon var, puis j'ai mon stack qui est vide. Puis le stack, quand je fais un appel, c'est automatique qu'il nous affiche l'information qui vient avec. OK? Donc, dès que j'ai le memory trace de visible, l'information du stack va être disponible. On va voir quand on va commencer à travailler avec les variables locales, comment est-ce qu'on fait pour avoir les autres informations qui sont sur le stack en même temps. Mais ça s'en vient dans quelques instants. Fait qu'on a notre version avec juste notre élément. Justement ici, quand on va commencer à travailler avec ce genre de choses-là, on peut utiliser le stack comme étant un endroit où c'est que je vais avoir des valeurs éphémères. Donc, le principe, c'est qu'en ce moment, j'ai fait une variable globale, mais si je veux, je pourrais aussi faire la même chose, mais avec le stack. Donc, de manipuler moi-même le stack pour être capable de faire travailler notre programme puis de sauvegarder l'information quelque part. C'est que si je veux faire ça, il va falloir que j'ajoute des informations dans mon stack. Okay? Donc ici, ce que je veux faire, c'est remplacer ça ici pour avoir une version qui utilise le stack à place d'avoir une variable globale, une variable qui est tout le temps disponible. Donc le principe, c'est je dois rajouter des valeurs possibles à mettre dans mon stack. Donc il faut que je décrémente mon stack pointer. Donc, encore une fois, quand je soustrais mon stack pointer, c'est que je laisse plus d'espace pour commencer à utiliser le stack. À partir de là, je vais vouloir représenter l'information de ma variable. Donc, je vais vouloir stocker mon A, mais là, je vais vouloir le stocker sur mon stack. En ce moment, mon stack, il n'y a rien, parce qu'on est dans mon programme principal. C'est directement à la position de mon stack que je veux aller mettre l'information. Ici, on va utiliser le S pour dire part du stack. Et ça, c'est un offset par rapport au stack. Et là, à partir de là, je peux faire la même chose. Puis une fois qu'on a fini de travailler avec, c'est important de remettre et de libérer le stack par rapport à ce qu'on a utilisé. Et ici, on va avoir l'utilisation du mode de débogage. Quand on commence à modifier la taille du stack, justement pour être capable de voir les différents appels, il va nous dire « Hey, tu m'as pas dit qu'est-ce que tu es en train de mettre sur le stack. » Donc, quand on veut utiliser les modes de débogage avec les dièses quelque chose, à chaque fois que je vais utiliser le sub ou le add-sp, ça va être à moi de fournir l'information qui vient avec. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans 2? Comment je l'appelle? Donc, pour être capable de faire ça, donc ici, on va complètement enlever cette ancienne version-là. On va la remplacer au complet. On va enlever ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner. Et puis ici, c'est purement comment Pep8 le fait là, pour être capable de faire afficher des valeurs de débogage. Donc, il faut avoir un endroit où c'est qu'on a un symbole, où c'est qu'on a un offset par rapport au stack, qui va me dire, encore une fois, que c'est une taille de 2. Et là, à partir de là, ici, je vais pouvoir utiliser ce nom de symbole-là, ce nom de variable-là,
faut être capable d'indiquer, ben, dans le stack en ce moment, j'ai var. Fait que là, quand je vais l'exécuter, donc j'ai mon return address. Okay, donc, bon. Puis quand je vais modifier la taille du stack, lui va commencer à présenter les informations à l'intérieur. Fait qu'ici, je peux voir que j'ai mon stack qui est maintenant une taille de 2. Puis à l'intérieur, en ce moment, il y avait juste la valeur 19 là, qui est 0x13. Moi, je vais mettre à l'intérieur le résultat de A. Puis je vais pouvoir faire afficher le résultat de A. Le but d'être capable d'utiliser ce genre d'élément-là, c'est qu'après, à la place, je peux utiliser le nom que j'y ai donné avec le S. Donc, Félix, je ne sais pas si ça complète en plus de ce que tu voulais. Là, ça permet de voir le stack derrière. C'est pour ça que ça vient avec. J'ai une question de Angelbert. Non, le stack pointer est toujours à la fin de notre mémoire. OK? Nous, quand je dis ça, c'est le offset par rapport au stack pointer. Et donc, quand on l'exécute, le principe, c'est que quand j'arrive ici avec mon var, le stack pointer il est à FBCD. Puis ma variable en ce moment est à un offset de 0 de mon stack pointer. Donc, est directement où c'est qu'il y a mon stack pointer. On va voir que s'il y avait une deuxième variable, ben, j'aurais pu. Mettons, là, on va la mettre, mais on ne fera rien avec. Là. Ici, je fais de 4 à la place de 2, puis j'ai deux variables. Puis la première variable est encore avec un offset de 0, puis la deuxième variable a maintenant un offset de 2. Là, quand ça, puis que là, je fais mon sub stack pointer, donc j'alloue 4 cases, ben, j'ai mes deux variables qui sont là. Est-ce que c'est plus clair? En fait, le 19, c'est la valeur qui était là, okay, quand j'ai alloué le stack. Okay, parce que d'allouer le stack, ça ne met pas les valeurs à 0. Là. Fait que le 19 ici, c'est du garbage. Là, okay? C'est des affaires de d'autres processus préalables qui ont mis cette valeur-là. Là. Mais là, c'est à moi, mettons, de faire attention de ne pas utiliser cette valeur-là comme étant une information importante. Non, non, en fait, le principe, c'est que quand j'alloue une partie du stack, je ne peux pas garantir c'est quoi les informations aux endroits initiaux. Donc, ça serait à moi, mettons, de mettre toutes les valeurs à 0 ou de m'assurer que je ne les utilise pas. Dans ce cas-ci, c'est le cas. Là. Donc, oui, j'alloue du stock qui a 19 dedans, là, qui est quelque chose de random qui vient de quelque part d'autre. Mais moi, je store immédiatement quelque chose dans cet emplacement-là. Le 19, OK, il n'y a plus vraiment rapport. Là. OK? Attends, là, je l'ai. Et donc,
oui, ok, j'ai alloué une partie du stack, il y a quelque chose dedans, mais moi, faut pas que je fasse attention. Je mets quelque chose dedans, puis ça l'écrase. Donc, qui me demande le stack, c'est une pile, oui, effectivement, son nom l'indique bien. C'est ici, puis on va voir que ça monte comme ça les informations. Puis on va l'enlever. Le principe du stack, c'est est-ce qu'on l'enlève de la mémoire du programme principal pour le donner à la pile? Oui, c'est exactement ça. Donc le principe, c'est que la pile peut soustraire. Puis, OK, un moment donné, ça se peut que notre programme principal qui descend, puis que notre pile qui monte dans la mémoire s'entrecroise. Puis à ce moment-là, on a une erreur qui est de type Stack Overflow. C'est de là que vient le nom de notre merveilleux site qui nous aide tous les jours en tant que programmeur. Donc, le principe du stack, quand ça overflow, c'est que justement, ça a tellement mis du stock que ça vient écraser des informations de notre programme, ce qui vient poser des erreurs catastrophiques. Là. Tout est cassé là, quand tu es rendu là. Alright. Donc, on continue, on regarde différentes manières de travailler avec les programmes. On va regarder maintenant justement une utilisation de variables locales. Donc, je veux additionner deux nombres. Dans mon in, je vais avoir A et X et qui sont mes valeurs. Et je veux avoir dans le out, dans le A, je veux avoir A plus. Donc, le principe, c'est que on veut avoir les deux, mais là, quand j'ai deux registres différents et que je veux comme additionner les deux, je ne suis pas vraiment capable de faire ça facilement. Fait que le principe ici, c'est je vais m'allouer une valeur locale, une valeur dynamique, dans laquelle je vais pouvoir mettre l'information. Fait que là, les bonnes pratiques, comme j'ai dit, c'est d'avoir un equate qui ne va rien faire dans le programme. C'est vraiment juste pour le débogage qui va me permettre de dire et ce qui s'en va là-dedans, c'est ma somme. À partir de là, je peux faire mon for x, somme, et S, puis après, je peux l'ajouter dans A. Donc, encore une fois, le S me permet d'utiliser le décalage qui est ici pour aller chercher la bonne information. Puis, une fois qu'on a ça, on pourrait faire notre add sp2i, puis après ça, notre ret 0. Mais en fait, c'est tellement habituel d'avoir des variables locales, puis d'après ça, de devoir désallouer ces variables locales-là, qu'on peut avoir à la place de ça le ret2. Donc le ret0, le principe c'est que ça devient un add_sp de la valeur que j'ai mis, puis ensuite un retour normal. Donc ici, on va dire que c'est ma somme qui travaillait. Et qu'on a ça. Ici, elle déjà prête. Et puis pour le principe de la chose, ça peut être drôle. On va aller regarder ça. Ok, ça va bien. Fait que là, ici, je laisse var de mon dernier appel dans ma pile parce qu'on va le réutiliser tantôt. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui se passe avec la pile dans ce cas-là.
Fait que là, j'ai les deux valeurs que je veux additionner ensemble. J'appelle mon add 2. Fait que là, j'ai déjà var qui est dans ma pile. Fait qu'est-ce qui se passe? Ben, lui, il va ajouter à la pile. Donc, il va reculer la pile pour avoir plus d'espace. Il va mettre son return address. Puis, à partir de là, quand je vais devoir rajouter d'autres choses, ben, il va encore rajouter sur la pile. Fait que là, ici, ma variable locale, hein, sur ma pile est à un offset ultimement de... le top de ma pile est ici, c'est un offset de 0, mais là, à un offset de 1, j'ai le return address, à un offset de 2, j'ai la variable. Donc, on a nos différents éléments qui sont là. Donc, ensuite, je store mon X à l'intérieur, je l'additionne dans mon A, j'ai le résultat, fait que là, je fais mon retour 2, fait que là, il va descendre, il va additionner le stack pointer, fait que ça va libérer des informations dans ma pile, va utiliser le return address, va la libérer, puis on va revenir où c'est qu'on était, juste avec le var que je peux utiliser pour faire afficher mon résultat. Puis une fois que j'ai fini d'utiliser mon var qui était ma variable locale, je peux la désallouer de la pile. OK. On en a quelques autres à faire. Donc, ensuite, on va avoir le principe de retour d'informations. Donc, ici, on va utiliser les adressages. Non, le retour, ouais. On va avoir quelque chose qui retourne une information. Fait que, ici, ça va être assez simple. On va regarder comment avoir des éléments qui vont être préalloués pour la fonction pour être capable d'avoir des paramètres d'entrée et des paramètres de retour. Ici, on dit même. Fait qu'on va se faire ici deux éléments. Ici, je vais mettre de côté la valeur pour l'instant. Je vais mettre 0. On ira la changer tantôt. OK. Je vais juste la prendre et la mettre de l'autre bord. C'est encore une fois purement académique. C'est vraiment pour voir les différents mécanismes qui travaillent avec ça. Fait que là, le principe, c'est j'ai deux informations. Il va falloir qu'ils soient rentrées préalablement dans mon programme. Fait que pour être capable de représenter ça, il va falloir... Bon, fait que le principe, c'est que je vais avoir mon appel de fonction. Mais là, dans cette affaire-là, il va falloir que j'aille allouer de la mémoire préalablement, puis que j'aille remplir ces éléments de mémoire-là. Donc, le principe, c'est je vais allouer et désallouer la mémoire avant et après mon élément. C'est quoi les éléments? Encore une fois, quand je fais un sub SP, je peux dire valeur, puis quand je le désalloue, je le mets dans l'autre sens. Ici, le principe, c'est donc je vais juste regarder qu'est-ce qui se passe avec ça. On est rendu là. Donc, j'alloue dans ma mémoire. Là, en ce moment, il y a du grabuge. Okay, les valeurs, on va aller les changer là, dans un instant. Mais j'alloue dans la mémoire l'information. Là, quand je fais l'appel, j'ai adresse qui se rajoute.
Fait que là, le principe, c'est, OK, si je veux aller utiliser ces éléments-là, ça va être quoi les différents décalages par rapport à mon stack pour utiliser le inval? Ben, ça va être, comme Félix a dit bien, c'est au décalage 0, j'ai ret adresse. Fait que ça ne marche pas. Au décalage 2, je vais avoir le inval. Puis au décalage 4, je vais avoir le inval. Fait que ici, il va aller les utiliser correctement. Donc ça part, quand je suis dans la fonction, le premier décalage, habituellement, c'est toujours le return address. Fait que faut que j'aille par-dessus celui-là. 2 après, après je change une autre valeur, 4 après. Avec ça, il va aller regarder le résultat de ça. Donc, j'arrive ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je load dans mon A. Qu'est-ce que j'avais dans inval 57? Là, en ce moment, encore une fois, c'est du grabuge. On ira mettre quelque chose dedans tantôt. Mais là, je veux bien voir que ça va être dans redval. OK, le 57 va être appliqué. Effectivement, ça l'a envoyé au bon endroit. Fait que, à ce point-là, j'ai les deux éléments qui sont disponibles. Fait que, à partir de là, comment je fais pour aller chercher les informations, puis comment je fais pour aller les déposer? Fait que le stack pointer, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est seulement un indicateur. Il n'y a pas rien qui nous force à l'utiliser correctement. Donc, quand je veux aller, quand je suis, c'est nous qui est en contrôle, là, fait que la convention dit que quand je veux aller mettre de l'information, admettons, dans mon stack ici, là, OK? Ce que je vais faire, bon, je vais loader l'information, mettons, je vais mettre 5, puis je vais aller la stocker. Je vais aller la stocker où? Ben, je vais aller la stocker de l'autre bord de le début de mon stack. Fait que, quand je m'en vais à mon stack pointer, hein, on a notre stack pointer, mettons, qui est ici, hein, avec toutes les informations du stack. Ben moi, je sais que dans quelques instants, je vais allouer cette partie-là ici. Fait que ce que je peux faire, c'est dire, ben, à partir du stack pointer, moi, je vais aller le mettre à -2, à -4, à -6, à -10, en sachant que je vais l'allouer immédiatement après. Ici, un exemple, ça va être de l'allouer directement avant. Et on résume ça. Donc, j'ai loadé 5 dans mon accumulateur. Puis, si je regarde à mon stack pointer, en ce moment, il n'y a rien sur le stack. Ben, quand je vais aller mettre quelque chose, moi-même, lui, il va aller le mettre dans la partie qui est comme pas allouée encore. Et si j'ai le droit de faire ça, parce que je sais que immédiatement après, je l'alloue. Là, je peux voir ici que dans le inval, ben, j'ai le résultat de ce que j'espérais avoir. Donc, il y a différentes conventions. Là. Des fois, tu peux l'allouer avant, puis après ça, mettre le stock dedans. Il y a différentes versions de la chose. Mais dans tous les exemples que nous, on vous offre dans le manuel, le principe, c'est on le met directement, puis après ça, on change le stack pointer pour être capable d'avoir l'information à la bonne place. Fait que, inversement, pour aller chercher l'information que j'ai mis dans mon redval, le principe, c'est qu'une fois que j'ai terminé, ici avec mon add, mon stack pointer va être à l'endroit, puis le redval va être juste avant. Notre retour va être juste avant. Fait que ce qu'on peut faire, ça va être de
Fait que ici, notre retour, hein, donc on fait notre... Avec ça, on s'en va voir ici. On peut voir ici que notre headval, hein, il est à 5. Que en ce moment, notre stack pointe ça ici, hein, débute ici, puis il y en a 2. Fait que quand mon stack revient ici, ben mon headval, il est à 2 cases avant notre stack pointer. Donc, je peux aller chercher cette information-là que je sais encore qui est en mémoire parce que j'ai rien fait. Donc ici, j'ai juste le droit de faire ça parce que je viens juste de le désallouer. Là. Si je commence à faire des appels entre les deux ou des choses comme ça, je ne peux plus prendre ça pour acquis. Là. Mais notre retour est immédiatement après notre stack pointer. Donc, je peux aller l'utiliser pour afficher le résultat. On a... ça, c'est le principe d'appel avec des paramètres d'entrée, le principe d'appel avec des retours. Donc, on travaille le stack avant de faire l'appel pour être capable d'allouer de la mémoire où c'est que je peux mettre différents paramètres d'entrée, différents retours. Puis, une fois que j'ai terminé, je peux aller rechercher ces informations-là. Dernier point de la journée, ça va être de regarder les autres types d'adressage. Donc, on a vu l'adressage S, hein, qui était un adressage de offset par rapport au stack pointer. On en a quelques autres qui vont utiliser de l'adressage indirect ou de l'adressage indexé par rapport au stack. Donc, on va se faire un... un élément où c'est qu'on va avoir un pointeur vers une chaîne. Et on va regarder comment est-ce que ça fonctionne avec le stack pointer. Ça va être un paramètre d'entrée. Quand j'en ai juste un, hein, les paramètres, le equate 0, c'est le return address, le offset. Donc c'est tout le temps 2, 4, 6, 8 et ainsi de suite, à moins que tu aies d'autres modifications du stack que tu as faites. Et là, après ça, on va avoir le... Et là, ici, on va utiliser le SF. On va voir ce qui se passe avec ça. OK. On va se faire notre... Fait que le principe. Et donc, je me suis fait une fonction qui a un paramètre d'entrée. Puis, je dis que ça va être un pointeur vers quelque chose. Ensuite, je vais faire un appel à cette fonction-là. Fait que, qu'est-ce que je fais? Je vais le stocker un peu avant. Je me donne un paramètre d'entrée. Je appelle, puis après ça, je désalloue mon paramètre d'entrée. Je donne le nom pour que ça marche avec le memory trace. Puis on va regarder qu'est-ce que ça donne dans le memory trace. Je n'ai pas recompilé mon programme. Ici. Alright. Fait que le principe, c'est que qu'est-ce que j'ai loadé dans mon stack comme paramètre d'entrée? J'ai loadé l'adresse du message. Hein? Fait ici, on a 0x77 qui me donne 119. En passant, le memory trace affiche les choses en décimale, pas en hexadécimale. Donc, faire attention à des petites conversions. Puis, en fait, le memory trace est un peu fait sur les rebords. Là, fait que quand on va faire mon step, où c'est que je fais mon call, le return address, lui, est en hexadécimal parce que... Okay. Fait que le principe, c'est que j'ai mon string pointer. Fait que là, qu'est-ce que je fais? J'utilise le mode d'adressage SF. Le mode d'adressage SF, qu'est-ce qu'il fait? Regarde notre aide-mémoire. Notre aide-mémoire. Donc, SF me permet, bon, à partir du
pointeur de pile, OK? PP, c'est pointeur de pile, notre stack pointer, plus notre valeur. Donc, dans ce cas-ci, plus le offset. Donc, dans notre cas, on a notre offset de 2, fait que ça va aller chercher cette valeur-là. Ça ici, c'est 119 décimales. Là. Puis à partir de là, ça va aller chercher en mémoire cet élément-là. OK? Fait que ça va aller chercher dans la case mémoire à l'adresse 119. Puis ça, ici, notre but, c'est d'être capable d'aller chercher toutes ces différentes valeurs-là. Fait qu'ici, notre string out, va être le début de celui-là. Puis si on fait juste continuer, ben, ça fait afficher notre message avec notre déréférencement. Puis si je veux, je pourrais mettre fin juste ici et voir que ça fait juste afficher le bon string. Alright. Autre méthode de d'adressage, ça va être l'adressage indexé. Donc, le principe, c'est qu'on a déjà un offset avec notre S. Ben, on peut utiliser le offset plus d'autres informations pour aller travailler, mettons, dans un espace mémoire quelconque. Donc ici, on va juste prendre directement ma fonction, puis on va la regarder ensemble. Okay. Donc, on a... Ça change la valeur d'un tableau qui va être envoyé par référence. Fait qu'on reçoit 3 informations. L'adresse d'un tableau, la position modifiée, puis la valeur que je veux changer dans la case. À partir de là, on va devoir se positionner à l'endroit dans le tableau. Et à partir de l'endroit dans le tableau, on veut avoir un offset qui va me permettre d'aller sélectionner la bonne case, puis après ça, je vais aller mettre la valeur là-dedans. Pour être capable d'utiliser une adresse externe, puis d'utiliser un offset par la suite, on a le SCF. Donc, le SCF. Ici, on peut voir, ça va chercher la référence que j'ai mis. Puis, une fois que je suis rendu à cette référence-là, je change de X. Ici, on se donne un petit programme qui est capable de faire ça. On va premièrement s'ajouter un petit tableau. Et on va avec ça. Fait que là, ici, j'ai besoin d'avoir 3 paramètres d'entrée. Fait qu'on peut voir ici le 2, le 4, le 6. Et on peut voir ici les décalages que je fais. Donc, je push mon premier à -2, le deuxième à -4, le troisième à -6. Après ça, quand je fais mon sub, j'ai les 3 éléments qui vont être prêts. Fait que si je regarde ça, on build ça. Et on va voir ça en action. Fait que je peux voir ici, j'ai le pointeur qui pointe vers mon tableau. Donc ici, 177. C'est B1, à l'endroit où c'est que mon tableau commence, ARR. J'ai la 3e case que je veux modifier, puis je vais aller mettre 10 à l'intérieur. OK. Fait que on s'en va dans notre programme. Puis, à ce moment-là,
Ici, nous autres, on a dit que c'était à B1. B1, là, notre tableau, là, il est quelque part ici. Fait que si on va mettre notre offset, notre X, hein, qu'on veut utiliser, notre deuxième offset, là, dans notre registre X, on va loader notre valeur, puis on va vouloir aller mettre notre A dans notre pointer, mais avec un décalage de X. Avec ça, je peux aller voir, j'ai mon B1, ouais c'est ça, B1 qui est ici. Fait que ça c'est la première case, la deuxième case, la troisième case, la case 0, la case 1, la case 2, puis là, ici avec un offset de 3, on va le mettre à l'intérieur. On peut voir ici que ça l'a utilisé bien qu'est-ce que moi j'avais mis dans le X, puis qu'est-ce que j'avais mis comme pointeur, comme adresse de référence, pour aller à l'adresse, puis après ça se déplacer. Fait que ça fait pas mal le tour des différentes fonctionnalités. Donc on a vu comment créer des fonctions, on a vu comment utiliser les registres pour être capable d'avoir des paramètres d'entrée, des paramètres de retour. On a vu le principe d'utiliser la pile pour se créer des variables éphémères. Puis on a vu comment utiliser justement ces variables éphémères-là pour être capable d'avoir des paramètres d'entrée, pour avoir des variables locales à l'intérieur de ma fonction, pour avoir des retours. Puis on a terminé avec les différents types d'adressage qui sont reliés au stack, particulièrement les références et les références avec décalage. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce que je voulais regarder avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas, pour le deuxième travail pratique, il faut reprendre les équipes, donc il faut refaire les équipes. Si vous êtes en manque de coéquipiers ou que vous recherchez quelqu'un après qu'il y a une désistation au cours, n'hésitez pas à faire valoir vos demandes dans le canal du Mattermost du cours. Est-ce qu'on a des questions avant qu'on se laisse pour ce vendredi pas vraiment ensoleillé? Et Angélebert. Et une région. Donc c'est ligne, colonne et les petits 3x3 là, tu sais. Comme si tu as déjà joué au Sudoku, tu devrais pas avoir à aller regarder l'article de Wikipédia. C'est pour ceux qui n'ont jamais joué. Donc on demandait est-ce que c'est juste les lignes ou les colonnes qu'il fallait regarder dans le Sudoku, mais c'est les lignes, les colonnes et les régions. Parfait. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions avant qu'on se laisse ce matin? Une fois, deux fois, trois fois. C'est vendu. Donc, bonne journée à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres aventures en P8.